affairement l'exploitation du sel à quelqu'un d'autre. Et avec les ressources qui vous reviennent, puisque tout le monde vient vers vous, tout le monde en a besoin, à ce moment-là, vous pouvez par exemple, vous pouvez vous payer des mercenaires, et grâce à ces mercenaires, vous allez pouvoir aller envahir le pays des voisins, qui ont des ressources très intéressantes, mais que vous n'avez pas vous. Vous allez pouvoir vous faire construire des super forteresses, parce qu'évidemment, vous avez une richesse qui est très convoitée. Donc, le sel devient un élément, si vous voulez, qui concentre le pouvoir. C'est quelque chose qui fixe le pouvoir et qui le concentre. Et ce qu'on a pu voir avec ces fouilles-là, c'est qu'en fait, ça amène la création d'une classe privilégiée dans le Saulnois. Et cette classe privilégiée, on voit que non seulement elle possède des objets rares et précieux, mais elle importe des matières premières de très loin. Cette roche noire, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle vient probablement de Suisse ou des Alpes. Ils ont de l'or, et c'est un or, l'or, c'est pas par ici. C'est un or qui est probablement un or alluvionnaire qui vient de la vallée du Rhin. Ils ont aussi du corail. Le corail, c'est quelque chose qui est pêché en Méditerranée. Ils ont de l'ambre aussi. Et là, on a pu voir, c'est de l'ambre baltique. Donc c'est quelque chose qui vient d'au moins 1500 km d'ici. Donc on voit des phénomènes d'enrichissement. Et puis surtout, on voit qu'ils n'étaient pas uniquement producteurs de sel. Ils ont aussi un travail sur la métallurgie. Il y a un dépôt de lingots de fer. On a trouvé nous aussi des petits lingots de cuivre argentifère mêlés au plomb. Ils fabriquent aussi des petits objets de luxe. Donc c'est une économie très très compliquée. C'est pas simplement du troc. On fabrique aussi des objets de luxe dans les sites de production de la vallée. Donc une image très différente de celle qu'on pourrait imaginer. On n'est pas dans le schéma de l'usine avec le patron et les ouvriers. On est dans quelque chose de beaucoup plus compliqué, où justement à cette époque-là, la production du sel permet un enrichissement et permet une concentration du pouvoir. Alors, ce qu'on a montré aussi, c'est qu'à partir de l'époque gauloise, en fait, ça change et on a beaucoup de différences sociales. Donc, on a pu travailler en particulier sur les 8 corps qui avaient été jetés dans le silo, et grâce à des techniques nouvelles, vous voyez, c'est des techniques qui travaillent sur l'épaisseur des tissus du crâne, on peut restituer la forme du visage. Donc, on a pu restituer le visage de deux des femmes qui avaient été jetées dans le silo. On leur a donné des noms gaulois. Elle, c'est la 7e, c'est Sextameta, et l'autre, c'est la 8e, c'est Oxtumeta. Elles ont travaillé, tous ces gens-là ont travaillé très très dur. Ils ont des fractures aux doigts, ce que n'ont pas les riches évidemment, les fractures des phalanges. Ils ont surtout des déformations de la voûte plantaire qui sont liées au port de charges lourdes. Quand vous portez toute la journée des choses très très lourdes sur votre dos, ça vous défonce le dos, mais ça vous abîme aussi les pieds. Et ils ont ces déformations-là. Ils ont également, elle en particulier, Sextameta, elle a 20 à 22 ans, mais elle a déjà une tendinite chronique de l'épaule qui montre qu'elle fait un geste répété avec le bras. Donc ces gens-là ont des stigmates de travail dur, en fait, de travail physiquement éprouvant. On a travaillé sur l'ADN, et avec l'ADN, on a pu voir qu'ils n'ont pas de relation familiale. Ils sont 8, mais ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres. On a pu voir aussi, on n'a pas pu les intégrer sur les images parce que on n'avait pas encore le résultat, mais ces deux-là ont les yeux bleus et les cheveux blonds. Donc on va corriger, mais on va pouvoir avoir quelque chose de plus réel, de plus proche. Et puis surtout, on a travaillé sur les isotopes. Donc là encore, ça c'est des techniques nouvelles. Selon la nature de ce que vous mangez, ça laisse une signature dans vos os. Si vous mangez du poisson, si vous mangez de la viande, si vous mangez des légumes, ça fait une signature qui se fixe dans vos os et dans vos cheveux. Donc on peut savoir dans les cheveux ce que vous avez mangé pendant les 6 à 8 derniers mois. Alors on n'avait pas leurs cheveux, mais on avait leurs os, et on a pu voir qu'en fait ils ont une alimentation très très pauvre en protéines. Ils n'ont quasiment jamais mangé de viande, peu de temps avant leur mort. Donc tout ça, ça montre en fait des conditions de vie éprouvantes pour ces gens-là. Et ça incite plutôt à penser à voir dans ces dépôts de corps des gens qu'on a jetés comme des bêtes crevées parce qu'on ne considérait pas que c'était des êtres humains normaux comme les autres. C'est un débat cette chose-là, parce qu'on trouve beaucoup de ces fosses avec des corps dedans, dans cette période qui est la même, c'est 350 avant Jésus-Christ.
Et évidemment, il y a toujours plusieurs hypothèses qui s'opposent. Il y a des gens qui pensent, on est plutôt de ce côté-là, c'est ce que nous montrent les analyses, que c'est des raisons sociales, que c'est des sépultures de relégation ou d'exclusion, mais d'autres pensent que c'est plutôt des choses qui peuvent être rituelles, parce qu'on les jette dans des greniers, dans des silos à grains, parce qu'ils sont enterrés, etc. Donc il y a peut-être un aspect rituel. L'un n'empêche pas l'autre, mais je crois que ce que ça montre, c'est qu'au contraire qu'il y a énormément de... C'est une société avec des classes qui sont du type des esclaves. Alors ça c'est connu aussi par les sources de l'Antiquité. Vous avez tous en mémoire, je suppose, l'épisode de l'enlèvement des Sabines, hein, ou même la guerre de Troie. On va mener la guerre parce que les ennemis sont partis avec des filles qu'ils ont enlevées, ou on va mener la guerre chez les autres non seulement pour les tuer, mais pour récupérer des gens et les réduire en esclavage. C'est une ressource importante de l'économie des sociétés primitives, l'esclavage. Parce que ça permet d'avoir de la main-d'œuvre qui ne coûte rien. Il y a même à peine, ça coûte à peine de quoi les alimenter. Donc c'est une ressource économique. Et ça n'est pas étonnant, à mon avis, de trouver ce genre de témoignages sur ce genre de site. Alors, par parenthèse, ça lève un voile nouveau sur à la fois les pratiques sociales un peu étonnantes. Hein, on n'a pas cette image-là des Gaulois. On a quelque chose d'un petit peu plus glamour. On ne voit pas une société esclavagiste. Mais c'est le genre de données nouvelles que sortent ces recherches. Alors, où sont les tombes des gens qui contrôlent le sel? On a trouvé, et ça, celui qui l'a trouvé est dans la salle, c'est René Berton, archéologue aérien, qui, au cours d'un survol aérien, a trouvé un groupe de tumulus. Donc les tumulus, c'est des tombes sous un petit tas de terre, des tertres qui font 20 à 30 mètres de diamètre, à Mulsey. Donc on n'est pas trop loin de Marsal, hein, c'est ici, Mulsey est là. Un groupe de tertres, et on a fait la prospection géophysique de ces tertres, donc une espèce de radiographie du sous-sol. Et sous donc il y a plusieurs tumulus, dont un grand qui fait 50 mètres de diamètre. Et au centre du grand tumulus, vous avez ce qu'on lit comme une fosse, hein, c'est une chambre qui fait à peu près 4 mètres de côté. Vous voyez qu'il y a quelque chose vers le milieu. Et ça ressemble furieusement à des chambres funéraires de tombes à chars. Donc les tombes vraiment de l'aristocratie supérieure de la société de l'âge du fer. Alors ça, c'est étonnant parce que les tombes à chars, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les seuls autres qu'on ait fouillés, c'est du côté de Sion, qui était un site vraiment aussi économique central, parce que c'était lié au commerce qui remonte à la Méditerranée et de la Saône. Là, ici, on a probablement une nécropole aristocratique de l'époque celtique à côté des sites de production du sel. Alors, on ne le fouille pas parce que ça n'est pas menacé et parce qu'il ne suffirait pas seulement de sortir ces vestiges, il faut aussi savoir où est-ce qu'on va les conserver, dans quel musée on va les exposer. Si on sort des objets insignes comme ça, juste pour les laisser dans des caisses et ne pas avoir les moyens de les exposer, ça ne vaut pas le coup. Donc vous voyez, là encore, les problèmes de l'archéologie sont directement liés aux questions de leur mise en valeur, en fait. C'est pas juste la recherche pour la recherche. Alors, où est-ce qu'ils habitent? Là encore, les recherches qu'on a menées, on a beaucoup fait de géophysique, et du côté de Moyen-Vic, on a un site qui est connu depuis le 19e siècle. C'est une villa romaine. C'est une villa, alors je ne sais pas si vous voyez bien, ici vous voyez des restes de construction. En fait, ça c'est ce qu'on appelle la pars urbana, c'est la partie résidentielle. Et puis il y a une très grande cour, c'est très grand, hein, ça fait 120 mètres de façade ça. Et il y a une très grande cour avec toute une série de pavillons qui bordent la cour. Et ça, ce type de plan, on le sait depuis quelques années, c'est typique de l'évolution des grands domaines aristocratiques gaulois. Ils se transforment souvent de cette manière-là à l'époque romaine. Là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez le plan de cette ville-là, c'est pas un plan classique. C'est quelque chose qui est beaucoup plus italien que gallo-romain. Et puis surtout, ce que la prospection géophysique a montré, vous voyez peut-être cette ligne-là, ici, qui fait un quadrilatère. Ça, c'est un fossé. Et ce fossé, à son emplacement, il y a des amphores, il y a la céramique gauloise, et ça ressemble furieusement à un enclos. Vous avez une petite restitution au-dessus, c'est le domaine aristocratique de Batilly. Dans le centre de la France, ça ressemble à un enclos aristocratique. Donc il y a probablement, donc ça n'est pas fouillé évidemment, mais il y a probablement aussi, vous voyez, des résidences aristocratiques qui commencent dès l'époque gauloise et puis qui ensuite évoluent sous la forme de grands domaines à l'époque romaine. Donc vous voyez, il y a la matière pour des recherches pour plusieurs siècles dans la vallée en fait. Alors, la destination finale des collections, comme je vous l'ai dit, notre objectif à nous, c'est pas de fouiller les sites de Marsal et puis ensuite de repartir avec les données et les collections.
Notre ambition, c'est comme à l'IBRAC, ou comme au musée de Bougon, ou comme aux ESI, c'est de faire en sorte que les recherches qu'on a pu mener, qui sont des recherches au niveau national ou international, ça puisse enrichir les musées locaux, et en particulier le musée du sel. Alors ce musée-là, il a une histoire particulière, parce que, en fait, il est exceptionnel à plusieurs titres. C'est un musée de village, c'est très très rare les musées dans les villages. Et c'est un musée qui a été créé à l'origine par l'un des ancêtres d'agriculteurs qui vivent toujours dans le village, les Demange. Armand Demange a été, lorsqu'il était enfant, c'est un petit peu comme les enfants qui ont commencé notre petit chantier de fouilles pour les petits archéos, il a fouillé avec les grands archéologues de la fin du 19e siècle de Nancy, et puis il s'est passionné pour l'étude du briquetage de la Seille. Et il avait créé un premier musée dans les années 20, un musée qui était renommé, et qui, à partir de la fin des années 30, a été repéré, vous savez que c'est le moment où le nazisme commence à monter en Allemagne, qui avait été repéré par les archéologues allemands, et en particulier par les archéologues de l'Institut de la SS. Et on a retrouvé les archives en Allemagne qui indiquent que ce sont des collections très importantes qui doivent être, dans le jargon national-socialiste, mises en sécurité, c'est-à-dire pas laissées là. Et en fait, quand il y a eu la deuxième annexion, quand on a expulsé tous les francophones, les collections du musée de Marseille ont été déménagées. Alors ça, on n'a pas les archives, on ne sait pas qui les a déménagées, on ne sait pas où elles ont été installées, mais le musée a disparu, il a disparu en 1940 en fait. Et puis c'est ce qu'a dit Michel Ramillon, c'est dans les années 70, le musée du sel a été reconstitué à l'initiative d'Henri Rémillon, le père de Michel, à la suite de la reprise des fouilles par Jean-Paul Berthaud, qui était archéologue au service d'archéologie de Lorraine. Donc il a été départementalisé au début des années 2000, parallèlement aux nouvelles recherches qu'on a menées dans la baie de la Seille, avec dans l'idée qu'on puisse trouver que les recherches archéologiques lui donnent un nouveau souffle en quelque sorte, que le musée puisse retrouver des collections archéologiques comme il y en avait à l'époque de sa fondation en fait. Alors, on a rénové la présentation des collections archéologiques en 2015, ça a été l'objet d'une petite exposition qui s'appelait L'or blanc des Celtes, et qui a permis de présenter une petite synthèse des travaux qu'on avait menés dans la vallée, avec des dépôts de collections importantes de grands musées étrangers. J'ai parlé du Muséum d'histoire naturelle de Vienne, on a des collections importantes de briquetage chinois, on a des collections importantes du site de Hallstatt, du site de Bad Nauheim en Allemagne, des dépôts importants du musée lorrain de Nancy. Donc le musée conserve maintenant soit en dépôt, ou soit des collections de fouilles qui sont vraiment des collections de référence au niveau européen. Alors, face à ces transformations spectaculaires, le souci, c'est que le musée n'a pas encore suivi le mouvement. Il est en retard par rapport à ça. En particulier, il ne possède pas de conservateur. Et il est important que pour un musée de ce titre, il y ait un conservateur scientifique dont ça soit la spécialité, qui s'occupe de ces collections et qui s'occupe de leur gestion et de leur mise en valeur. Et puis aussi, il y a des travaux qu'il faut mener. Aujourd'hui, c'est une décision qui est une décision politique. Il y a des travaux qu'il faut mener pour doter le musée de réserves qui soient capables d'accueillir des collections archéologiques et puis qui soient capables de pérenniser l'endroit. Parce qu'aujourd'hui, les bâtiments, comme vous en avez entendu parler, nécessitent des travaux d'entretien et de restauration, et une partie des bâtiments sont en mauvais état. Donc le musée est à la croisée des chemins en ce moment, si vous voulez. Voilà. Alors, on a donc signé en 2014 une convention de partenariat entre le Musée d'Archéologie nationale et le Conseil général de la Moselle. C'était une convention pour la conduite des fouilles. Et cette convention, elle arrive à terme le mois prochain, en septembre 2017. Et donc, en fait, nous, on va s'arrêter, comme on l'a dit, on va faire une pause, parce qu'on doit publier tout le résultat de ces travaux. On doit faire des publications scientifiques pour la communauté scientifique. Mais il faut aussi qu'on en fasse un ou plusieurs ouvrages, je n'aime pas ce mot de vulgarisation, mais des choses qui soient destinées au grand public, qui permettent de mettre à la disposition de tous les résultats de notre travail. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en parallèle avec les fouilles, parce qu'à chaque fois, on trouve quelque chose de nouveau, et donc on dit « Ah, mais on a oublié de se faire ce chapitre-là, je ne peux pas écrire cette chose-là comme ça. » Donc, on a décidé de faire une pause. On va faire une pause de 3 à 4 ans,
Et là, on a un moment, si vous voulez, qui est un moment d'étape, à la fois pour nos recherches et à la fois pour le musée. Et la prochaine étape, qui est une étape absolument nécessaire, c'est une étape de réhabilitation du musée et de remise en... C'est-à-dire qu'il faut faire passer au musée un nouveau stade qui le transforme d'un musée dans lequel il y avait pas beaucoup de collections archéologiques, il y avait quelques échantillons, à un musée qui j'allais dire, grâce à ses recherches, devient un endroit de référence pour l'archéologie. Il ne suffit pas de le dire, il faut aussi se donner les moyens que ça existe. Donc ça veut dire un programme ambitieux de rénovation des bâtiments, ça veut dire un programme scientifique de ce qu'on appelle un projet scientifique et culturel dans le jargon, qu'est-ce que doit être ce musée, quelle collection il doit montrer, jusqu'où il va, à qui il s'adresse, qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'est des choses qui doivent être mises sur la table et discutées. Et là, évidemment, nous, on est tout à fait ouvert à être partenaire, non seulement du point de vue scientifique, hein, pour aider à la présentation des collections pour ce qui concerne la partie archéologique et surtout la partie l'âge du fer, celtique, dont je ne suis plus particulièrement spécialiste, mais aussi on peut amener notre concours pour tout ce qui est, parce que c'est comme ça qu'on l'a fait pour Pibrac, pour Bougon, pour les Hésies, on peut apporter notre concours pour aider à développer, à mettre en place un musée archéologique avec les normes de muséographie actuelles, les normes de conservation des réserves, etc. Voilà, donc là on est, si vous voulez, ça dépend plus de nous. Nous on est juste force de proposition. Je pense qu'on a démontré qu'il y avait un potentiel qui était extraordinaire, que ces 15 à 16 ans de recherche, ça a complètement bouleversé l'image qu'on pouvait imaginer de la vallée. Ça a montré que c'est quelque chose qui est un patrimoine de référence internationale. Maintenant, je dirais que la balle est dans votre camp. C'est-à-dire que c'est aussi à vous, citoyens, de vous emparer de ça. Hein, c'est la transmission. On vous transmet ce patrimoine collectivement. C'est à vous aussi de vous en emparer. C'est le vôtre. Si le musée de Marsal disparaît, c'est pas seulement des collections dans un musée. Vous voyez bien, c'est aussi une renommée. Hein, c'est aussi de l'activité économique. C'est aussi de l'ouverture, c'est des étrangers qui viennent vous voir, qui viennent ici, qui parlent de Marsal, qui font que Marsal n'est pas un village rural comme les autres, c'est du lien social. C'est donc quelque chose d'éminemment politique, c'est la res publica, comme on disait en romain, hein, c'est les affaires publiques, c'est ce qui concerne tout le monde. Et c'est à vous de le défendre, c'est votre affaire, et c'est l'affaire de vos élus. Ils sont là, ils sont là pour... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pour seule vocation que le bien public. Hein, autrement, ils n'ont aucune légitimité si ce n'est pas pour défendre le bien public. Mais ça, c'est des choses qu'il faut faire comprendre. Et c'est à vous aussi de défendre. Un musée, ça n'existe pas s'il n'y a personne pour défendre un musée, les musées ils meurent. Si un musée c'est simplement un endroit où on met des objets et où il y a des chercheurs de temps en temps qui viennent ouvrir les tiroirs pour regarder des vieux fragments de poterie, il est mort le musée. Un musée, il vit parce qu'il y a des gens qui viennent, il vit parce qu'il y a des gens qui l'aiment, qui en parlent, qui le défendent et qui y tiennent. Et donc ça, je pense que vous êtes suffisamment nombreux pour montrer que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça personne ne peut le faire à votre place. Et si vous ne le faites pas, eh bien vous affaiblissez le musée, en quelque sorte. Hein. Un musée, ça tient non seulement par ses visiteurs, mais aussi par les gens qui vivent autour de ce musée. Et c'est une chance que vous avez. C'est une chance extraordinaire, non seulement d'avoir un potentiel culturel de telle importance. On a parlé de l'archéologie, mais on peut parler aussi de l'histoire. Vous avez une histoire fantastique avec Vauban, avec les Salines. Même les deux annexions, même l'annexion de 14 et la deuxième, ça a créé un potentiel architectural qui est unique, qui est spécifique. Vous avez une chance extraordinaire, pour moi qui suis étranger, de voir que de Vic-sur-Seille, vous avez un musée de peinture, faites quelques kilomètres, vous avez Marsal, l'archéologie, l'environnement, ensuite vous avez Dieuze, c'est Céline Royale, et vous avez Tarquimpol, étang de l'Indre, et l'immense site romain à peine exploité d'Ekelpagi, la capitale du Pagus du Saunois. Vous avez une richesse exceptionnelle. Il y a peu d'endroits en France qui ont cette chose-là. Et vraiment, nous, on ne peut pas faire autrement que de vous le dire. Et on ne peut pas faire autrement que de vous proposer notre concours scientifique et notre soutien. Mais vraiment,
c'est l'affaire, la culture, c'est une chose éminemment politique en réalité. C'est ce qui tient les gens ensemble. Et si ça disparaît, eh bien, c'est pas seulement un musée qui disparaît, vous voyez bien, c'est beaucoup plus que ça. C'est votre identité, en fait, en réalité. Et donc, c'est pour ça que c'est important. C'est important de la défendre et de la conserver. Et nous, ce qu'on peut faire modestement, c'est de vous transmettre ça. On vous transmet cette conscience-là. Et c'est à vous de vous en emparer. Voilà. Je vous remercie de votre attention.